Émission 853. Cette semaine, Earth Divers Volume 1, Kill Columbus. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, Mystérieux Étonnant. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble, Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres aimeraient parfois réécrire l'histoire. Des fois. Ouais. Pas toutes, mais des bonnes parties. Des gros bouts. Des gros bouts. En parlant de gros bouts, le premier, sa plume déplace des montagnes. Gauthier Langevin est avec nous. Salut Gauthier. Salut Benoît. T'es rentré direct dedans, hein? N'en manque pas une, mais non, Chris, des primes. Esti, 18 ans de podcast, on va loin avec ça. Ben oui. Esti, ça vaut la peine de micro-doser. Sac, t'es en forme. Dis pas mon secret. Non, j'ai fait un bout de j'en ai acheté, par exemple. Quand j'ai perdu ma job, je trouvais comme micro-dosage ou payer le loyer. Ouais. C'est ça. Mais ouais. C'est ça, hein, le self-care, ça coûte cher. Le self-care coûte fucking cher, man. Je regardais combien je payais par année de frais de psychologue, là. Puis si j'y allais chaque semaine, c'est une job full-time, là. Puis c'est plus 100$, genre le psy. Non, c'est genre 160$. Moi, ça me coûte 140$ par session. Ouais. T'imagines quand t'en trouves un. Ouais, quand t'en trouves un. Moi, j'en ai un depuis un bout, là, mais il faut que je m'aime en sacrament pour payer 140$ chaque semaine. À chaque 2 semaines. Aime-toi. Ben, j'essaye, mais là, c'est pas ça. C'est pas de garantie. Il n'y a pas de résultat garanti avec la psy. Hein? On se rejoint par notre ami Laurent Boutin qui termine son corps de travail d'une boutique mythique de bande dessinée, ici même sur l'île de Montréal. En parlant de mythique, c'est fait. J'en parlais avec Gauthier justement le début de l'émission, en pré-show. Le mythique Brewpub Bois du quartier Rosemont, ici même à Montréal, est fermé définitivement. On en a parlé un peu la semaine dernière. J'y suis allé pour fêter mon 43e anniversaire avec mes amis qui étaient présents. Merci beaucoup à tous ceux qui sont présentés. Puis là, c'est fait. Samedi dernier, c'était la dernière soirée. Le bar existait depuis à peu près 15 ans. Aujourd'hui même, j'ai reçu une notice à l'effet qu'il y avait une photo qui a été prise jadis là, avec Simon, puis c'était là-bas. C'était il y a 15 ans qu'on commençait nos soirées, qu'on faisait partie des douteux. Puis on a fait beaucoup de lives des mystérieux là-bas. Ça a été, en fait, notre premier live d'Halloween a été là-bas. Notre premier live était un live d'Halloween. Puis on a vécu des beaux moments, fait que ça m'a fait de quoi, là, de voir les photos du pub, puis vide avec les chaises, les tables, puis tout. Mais c'est fait, c'est terminé. C'est la fin d'une époque, mais si va la vie. Puis, si tout le monde est en santé puis va bien, là, c'est plate pour le bar, mais crime, c'est au moins ça. Là, fait que c'est ça. Ça permet, tu sais, c'est ça, tourner la page. Tourner la page. Sûrement que cette gang-là va peut-être se repartir d'autres choses à un moment donné. Peut-être se déplacer ailleurs. C'est ça. Donc, peut-être nous on va se déplacer ailleurs. Mais tout ça pour dire, je vous parle de ça non seulement pour vous partager mon mal d'être, mais ma peine, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas eu le temps de faire un live des Mystérieux Étonnants dans le mythique Brou avant sa fermeture, comme j'avais dit il y a quelques semaines de ça. Puis là, je suis en train de me questionner à quand notre prochain live? Cet été, c'est-tu un mauvais pari de faire un show l'été quand il y a tellement d'activités, tellement de choses à faire? C'est quand la 900e? La 900e, ça va être durant le FBDM l'année prochaine. Ah, OK. On a eu notre 850e, on fête pas vraiment les 50. Là. Ouais. On l'a eu à peu près en même temps que le FBDM. La 800e est au FBDM. L'année prochaine, si tout va bien, si je suis encore vivant, 900e. Je sais pas si ça sera au FBDM. Je sais pas. Ça sera peut-être un bel événement. Ouais. Qui sait. Ben ouais. Mais en attendant, il faudrait qu'on aille au moins un. T'sais. Un petit spécial de Noël, là, mon Ben. Ah, devant public? Ouais. Et c'est vrai, on n'a jamais fait ça. Spécial de Noël devant public. On n'a jamais fait devant public. Non. Avec beaucoup d'amis, on l'a fait, mais c'est vrai, pas devant public. On a fait un mini devant public qui était dans un condo dans le quartier Rosemont, si je me souviens bien. C'était pour remercier certaines personnes sur Patreon. Puis on avait quelqu'un qui avait fait la bouffe pour nous autres, là, qui s'était présenté, qui a fait toute la bouffe, une espèce de buffet de malade. Je pense pas que tu étais là cette année-là. C'était juste 2 ans avant la pandémie. C'était ce qui s'est rapproché le plus d'un live devant le public. Mais Noël, c'est dans un bout. Je pense qu'il faudrait en faire un au moins avant. Là. Genre à l'Halloween. À l'Halloween, oui. Mais peut-être avant aussi l'Halloween. Non? OK, ouais. Toi, tu vises cet été. Là. Je me pose la question. Ouais, mois d'août, fin de l'été.
un live de la rentrée. Oui, un live de la rentrée, ça pourrait être pas pire. Tu sais, un genre de... Tu sais, l'été tire à sa fin, puis on est un peu mélancolique. Tu sais, un genre de beau dimanche d'un podcast. Ça pourrait être pas pire, ça. Ah, Louis-Carl Picard, si oui, il y a une bonne idée. Un live à Québec. On pourrait. Dernier live de Québec. C'est loin, là. C'est-tu le live à Québec où on était avec le RKSS? Oui, c'est la fois où François Simard était présent avec nous, puis Johan. Et la fois que tu m'as texté, il faut que tu arrêtes ça, ils sont trop sous. Je me rappelle. T'étais pas sur le show, mais t'assistais au show. Ouais, je pense que je faisais juste une chronique puis comme que je débarquais du stage. Ouais, un tout petit stage. C'est parce que c'était un tout petit stage, fait qu'il fallait qu'on fasse une rotation. Ouais, puis là, à un moment donné, j'étais comme, oh Chris, genre, tout le monde est trop pacté. Ouais, c'est la fois qu'on a fait ça dans... Chez qui qu'on a fait ça? C'était chez Frima, t'as raison. Frima, oui, c'est ça, Frima, un studio de jeux vidéo à Québec. Oui. Pour vrai, c'était vrai. J'ai des bons souvenirs de ce show-là. Oui, c'était le fun. On avait passé un bon moment. Sur le coup, j'avais peur parce que la salle était immense, puis je me disais, ça sera pas très bon pour faire un petit truc cosy. Là, habituellement, faire un show, faut que tu fasses une petite proximité avec les gens, puis finalement, le monde avait full embarqué. C'est la fois qu'on s'était posé la question combien d'enfants de 3-6 ans ça prendrait pour tuer un homme. Oui. Tu sais, on n'a pas vidé la question là-dessus. C'était trash quand même. Oui, c'était un petit peu trash. Je l'avoue. Puis c'était-tu dans le cadre de Québec BD? Je pense que oui. Oui, c'était Thomas Louis du Festival BD de Québec qui nous avait invités pour l'occasion. Fait que peut-être que si Thomas Louis est encore ouvert à l'idée, si on ne l'a pas brûlé avec ce show-là il y a 7-8 ans de ça, on pourrait répéter l'expérience. On a quand même des audiences là, à Québec. Thomas Louis, il nous a plus jamais réinvité après. C'est pas vrai. Il était comme fuck. Non, il est bien open. Je pense. Ben oui, je sais. Mais oui, on pourrait regarder ça. Louis-Carl, ça pourrait être une bonne idée. J'ai-tu dit qu'on va être rejoint par notre ami Laurent Boutin? Oui. Je pense que je l'ai dit. Puis, écoute, j'ai un message vocal cette semaine, encore une fois. Fait que ça, c'est cool. Mais juste avant, on va aller dans le moins cool, hein, parce qu'on a appris ça aujourd'hui, le décès du réalisateur Eric Canuel, qui est décédé à l'âge de 63 ans, samedi dernier. Donc, ça s'est passé ce week-end dernier, puis on l'a appris aujourd'hui. Réalisateur d'une prolifique carrière. Là, il a commencé dans les vidéoclips, il a fait de la pub, des courts-métrages. Son premier long date de 2001, c'était La loi du cochon. Hein? Ça fait quand même un petit bout de ça. Suivi de Nez rouge en 2003, Le dernier tunnel en 2004, que je me souviens d'être allé voir au cinéma avec Michel Côté, qui est aussi, lui, décédé l'année passée. Le Survenant en 2005, Bon Cop, Bad Cop en 2006, qui a été un succès incroyable, qui a engendré même une suite. Bon Cop, Bad Cop 2. C'est lui qui avait fait Le Survenant. Ouais, il a fait, regarde, il est passé quand même de La loi du cochon à Nez rouge, qui est une comédie avec Patrick Huard durant le temps des fêtes. Il joue avec les genres. Il était vraiment... Il touchait à tout. Il touchait à tout. Là. Il était dans le genre, le pur. Là. Il a fait Cadavre en 2009. Il a aussi fait des épisodes de télévision en français et en anglais, Fortier, Transplant. Et mon ami Guillaume Saint-Cyr d'Opération Beurre de Cinoche me disait qu'il avait fait aussi des épisodes de Le Loup-garou du campus, qui avait été diffusé en français sur VRAC TV et à YTV, jadis aussi en anglais. Donc, il a fait énormément de choses. Il est mort des suites d'un cancer là, qui était, contre lequel il se battait depuis longtemps. Ça faisait longtemps. Ça faisait un petit bout. Là. Les gens savaient qu'il était dans son dernier mille. Là, le monde qui meurt à 60 ans, là, c'est assez, hein? Arrêtez ça, là. Ouais. Il y en a eu assez depuis un an. Là. Écoute, Louis-Carl, pardon, pas Louis-Carl. Non, Louis-Carl, je t'aime. Carl Tremblay, on a eu Michel Côté, on a eu Paul Oud, on a une couple là, qui sont décédés dans leur dernière année qui s'appelle Caroline. Toutes jeunes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein? C'est pas le microplastique dans nos couilles qui nous tue, ça c'est clair. Puis pendant ce temps-là, Gilles Vigneault, il shake. Gilles Vigneault, man, je sais pas à quelle fontaine il s'abreuve, là, mais Colin. Ben, la poésie, man, la fontaine de la poésie. Tu vas te faire commencer à faire de la poésie. Ben, ça garde jeune, tu vois. La nature, le grand air. Je dis ça sans dire. Oui, le paysage, la forêt, les épinettes. Mais il faut que tu m'expliques. Je suis un inculte, puis je dis pas ça là, pour me taper sa gueule, mais la poésie, là, je catch pas. Je comprends pas. Il faut m'expliquer. Là, tu veux que je t'explique ça là. Maintenant, c'est ton mandat, puis on finit pas le show tant que tu m'expliques pas l'entièreté de la poésie. Je pense que, tu sais, si on veut simplifier, là, c'est un état. Oui. Puis... Qu'est-ce que ça veut dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Faut que tu sentes ça.
Là, je pointe le milieu de mon torse. Oui, là, je le genre, vois. faut Là, que tu sentes ça ici, là, dans ton cœur. Ouais. Là. Puis, tu sais, c'est pas... il n'y a pas vraiment d'explication. Il faut pas qu'il y ait d'explication. Tu sais, si tu trouves un poète ou un auteur qui, pour une raison inexpliquée, te chavire Oui. quelque chose en toi, Oui. ben c'est ça. Puis si t'en trouves pas, ben tant pis. Mais tu sais, il faut que tu fasses l'effort d'en lire, tu sais, J'ai pour essayé. essayer de trouver... J'ai essayé de lire Neil Gaiman à un moment donné. Je l'ai acheté. Puis Ouais. j'ai passé au travers. Puis j'étais comme, mon Dieu, que je cave. Mais non. Mais tu sais, comme L'Homme rapaillé, tu sais, Gaston Miron, là, moi je suis sûr que tu triperais sur Gaston Miron. Peut-être. Pour vrai. Peut-être que je connais pas le bon poète. Je sais que Monsieur Chuck du Desbiens. Discord m'en a suggéré une couple là, qui était intéressant. Moi, j'aimais bien Le Baron, que j'ai vu en spectacle, Ben ouais. qui ouais. est vraiment en tête. Qui Ouais. mélange un peu l'humour aussi, là, puis j'aimais beaucoup son verbe. Là. Mais oui, j'avoue que je suis un peu... Jade. Dans le chat. Jade te suggère Les Fleurs du Mal. C'est quoi, mais ça? c'est comme, faut que ça soit une bonne journée là, quand même ouais? pour lire Les Fleurs du Mal, parce que c'est quand même dark. Tu sais, c'est du romantique, du romantisme gothique là, un peu. Oh, écoute, là, il y a assez d'affaires. Là. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Là. Ouais. Mais ouais, on va te faire une petite sélection là. Ok. Patrice Desbiens, pas de Patrice Desbiens, mais. Je pourrais peut-être lire de la poésie au prochain live des Mystérieux Étonnants. Wind the fuck not. Pourquoi ça serait pas ma chronique poésie? Ouais, la minute poésie avec la Benoît. poésie, ouais, ça pourrait être pas pire, ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok, on passe aux annonces. Pas aux annonces, mais au message vocal. Oui. J'en ai un ici, là, de Jimmy. Salut les mystérieux, c'est Jimmy. Regardez, il y a une petite suggestion qui fait partie de l'ensemble de la culture populaire. On aime ça. Donc, une adaptation en bande dessinée là, d'un roman, La vie secrète des arbres. J'ai lu ça récemment, là, puis c'est vraiment intéressant. Ça vulgarise beaucoup tout ce qui a rapport à la nature, la forêt, les arbres. Donc, moi, j'en ai appris énormément sur toute la forêt et ce que ça peut apporter et toute la complexité d'une forêt des arbres. Donc, je vous suggère ça. Donc, La vie secrète des arbres, c'est fait par Fred Bernard aux éditions Multimonde. Merci. À la prochaine. Merci, Jimmy. Ouais, super. Ouais, ça, c'est fucké parce que c'est un livre qui a été acheté. Les droits ont été achetés par Multimonde au Québec, mais c'est une bande dessinée qui a été faite par Les Arènes en France, qui est l'adaptation d'un ouvrage qui a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. En France, c'est vraiment un classique, là, La vie secrète des arbres. Fait que oui, c'est le fun que justement on est en ce moment. Il y a en ce moment un engouement pour les adaptations puis la vulgarisation scientifique en bande dessinée. Tu sais, je pense. T'en as parlé toi-même là, il y a une couple de semaines de ça. Ouais, c'est ça, tu sais, Le Monde sans fin, qui est une super bonne adaptation, ben pas une adaptation, mais de la vulgarisation scientifique sur les réchauffements climatiques, puis les différentes solutions énergétiques qu'on peut proposer à la crise énergétique. Mais ouais, c'est le fun là, que les gens se rendent compte là, comme enfin là, que ah mon Dieu, la bande dessinée est un outil de vulgarisation phénoménal. Faire plein de choses, ben oui. C'est ça. C'est pas juste des BD de ta poche. Là. Fait que c'est... Oui, on veut ça. On veut ça. Puis au Québec, c'est vraiment... ça a super bien marché, là, cette BD-là, là, en plus. Là. Génial. Ouais. Merci, Jimmy, pour ton message vocal. Merci, si vous voulez Jimmy. faire comme Jimmy, l'adresse du SpeakPipe est dans le descriptif de l'émission. Donc, vous cliquez là-dessus. Ça vous permet de laisser un petit message. Je pense que le maximum, c'est peut-être même 2 minutes. C'est peut-être même plus que long que ça. Mais c'est super simple. Puis, vous pouvez écouter votre message avant de l'envoyer. Donc, c'est comme un petit... comme les messages vocaux là, que vous envoyez sur Discord ou sur Messenger. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mauvaises questions ou de mauvaises suggestions. Donc, on passe pas mal tout ce qu'on reçoit. Donc, la semaine prochaine, en espérant d'en avoir d'autres. C'est bien, les gens embarquent. Ça a pris un bout de temps, mais je sens un petit dégêne là, tranquillement qui s'opère. Donc, c'est super apprécié. Tu sais, on rira pas de vous. Non. Ben, peut-être un petit peu. Si vous parlez de, mettons, de... Comment c'est quoi l'espèce de truc là que j'haïs, là? Doctor Who? Non, j'aime ça, Doctor Who. C'est toi qui n'aimes pas Doctor Who. Tu fais la projection. Non. Voyons. Le truc social de parler de films, là. Letterboxd. Letterboxd, ouais. Si vous parlez de Letterboxd, il y a des chances que je ris de vous. Mais sinon, habituellement, je me garde une gêne. Hey, on commence ça avec toi cette semaine, Gauthier, pour les nouvelles? Certainement. Stay a while and listen.
tombe bien, c'est une nouvelle de jeu vidéo que j'ai à te partager, Benoît, aujourd'hui. Je vous avais déjà parlé de PAX DI, qui est un jeu vidéo multiplayer online RPG dans un univers médiéval fantastique. Vraiment, vraiment réaliste. Tu avais beaucoup d'attentes. Je me souviens que tu en avais parlé, tu étais très enthousiaste à l'idée de jouer à ce jeu. Oui, j'étais très enthousiaste. Je le suis encore. J'ai participé à une des 2 bêtas qui a eu lieu ce printemps. Et j'ai vraiment pas été déçu. C'est sûr qu'il manque encore beaucoup de fonctions dans le jeu, dont les fonctionnalités de combat là, qui sont pas super développées. Mais sachez que le Early Access pour PAX DI sort demain. Donc, on ne peut pas être plus dans l'actualité. Le jeu va être payant. Donc, à partir de demain, il y a 3 forfaits. Là, un à 50, un à 75, puis un à 130. Là, 130 pour un jeu? Ben, pour un jeu en Early Access, pas fini. Là, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. 130, c'est quand même beaucoup. Ça m'a fait un petit peu déchanter. Et ben, déjà que 50, je trouve que c'est vraiment beaucoup pour un jeu en Early Access. Là. Je ne pense pas que je vais m'abonner tout de suite, je te dirais, parce que je vais attendre justement d'avoir des commentaires sur le gameplay puis l'expérience de jeu, la prise en main du jeu pour les premières semaines. Parce que, tu sais, au début, c'était le fun en bêta testing parce que t'explorais, tu faisais un petit peu de crafting, mais les constructions se sont quand même faites rapidement dans le village, puis j'étais comme, OK, après ça, qu'est-ce qu'on fait, là? T'sais, on va-tu explorer des donjons? Puis, étant donné que le système de combat n'est pas totalement terminé, faire des donjons, c'est un petit peu clunky, là, c'est dangereux, mettons. T'as-tu joué avec d'autres personnes ou t'as fait des donjons et des quêtes tout seul? J'ai joué avec un clan, là, vraiment là, à la MMORPG là, classique. Oui. J'en parlais avec Danny Lefebvre en fin de semaine à Valleyfield. Puis il me disait ça me donne un peu le feeling de Ultima Online. Bon, pour ceux qui se rappellent. Ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir. Ouais, ceux qui sont assez vieux pour se rappeler Ultima Online. C'est un peu ce à quoi les gens qui jouaient à Ultima Online au début des années 2000, fin des années 90, espéraient. C'était un peu ce qu'il y avait dans leur tête quand ils jouaient, je pense. Ouais. XDI. Donc, c'est comme la version avec des beaux graphiques. Là. Mais justement, sur les promesses là, que tu nous parlais, il y a environ peut-être 2 mois de ça, est-ce que ça les a remplis, même si c'est un jeu qui n'est pas complété? Là, est-ce que tu as vu le jeu qui avait été promis jadis ou au contraire, il en reste encore beaucoup? Là? Non, c'est vraiment beau. Les graphiques sont incroyables. Les communautés s'organisent vraiment bien. C'est un jeu qui est fait pour que les gens s'organisent ensemble puis bâtissent des communautés. C'est sûr que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Fait que quand tu es dans un jeu où tout le storytelling est basé vraiment autour des joueurs, si tu tombes sur une gang de personnes poches, ben ton jeu va être poche. Fait que magasiner votre jeu, puis après ça, il faut magasiner la gang avec laquelle vous voulez jouer. Ça se rapproche quasiment plus de Donjons et Dragons que d'un jeu vidéo où on te prend par la main. Là. Ce que j'aime d'ailleurs, là, c'est le volet exploration, puis on interprète un peu l'univers ensemble, les joueurs ensemble, en fonction de ce qu'on découvre, parce qu'il n'y a pas de NPC qui va venir te voir pour te dire va tuer le dragon pour avoir le trésor. Il n'y a rien de tout ça qui existe. Là. Puis même quand le jeu va être terminé, il n'y aura pas de NPC qui vont donner des quêtes. C'est vraiment un jeu où l'aventure est créée par l'exploration. Par l'exploration, oui. Y a-tu du lore quand même? Est-ce que le monde a un certain lore? Il y a du lore qui a été créé, mais à partir des phases alpha puis bêta. Donc, c'est des gens qui ont joué souvent des amis puis de la famille des développeurs qui ont joué. Puis il y a comme des légendes qui ont été écrites sur les Discord puis qui ont été partagées à travers la communauté. Fait que ça,
C'est quand même cool de voir l'esprit créatif collectif à l'œuvre. Là. C'est essentiellement ce qu'on a fait, qu'on fait depuis genre, je sais pas moi, 35 000 ans, 20 000 ans, puis c'est juste que de temps en temps, il y en a une qui est devenue une religion, une de ces histoires-là. Exact. Tu sais, si tu mets une gang d'Homo sapiens devant un phénomène inexpliqué, ils vont se mettre à raconter des histoires anyway. Là. Fait que... ils vont tuer le bébé en premier, puis après, ils vont commencer à raconter des histoires. Sacrifier la chèvre. Sacrifier la chèvre et le bébé. Mais, fait que c'est ça, tu sais, je vais continuer à suivre l'actualité entourant le jeu, ça c'est sûr. Si jamais vous êtes des fans de MMORPG, sûrement que vous en avez déjà entendu parler. Pour l'instant, moi, 50$ pour un Early Access comme en première version. Là, mais qu'est-ce que ça donne plus que la version à 35, puis qu'est-ce que ça donne plus la version à 130? C'est ça que je comprends pas. Surtout pour un Early Access, il doit avoir des avantages, il doit avoir des perks, des goodies. Ouais, mais tu sais, basically, c'est genre des skins de plus. Là, genre, tu sais, t'as du matos de plus pour construire ta maison. Là, fait que si tu veux une belle tapisserie là, avec des serres, puis à la Game of Thrones, il faut que tu payes 20$ de plus. Je vois le genre. C'est ça. T'as-tu vu, il y a le jeu de Star Wars là, qui sort, là, qui a été fait par Massive, là, qui appartient à Ubisoft, Outlaws. Puis il y a une édition, c'est justement ça, là, ça revient à 135$ pour l'expérience complète. Eux, ils se sont fait ramasser là, par la communauté des gamers. Mais là. Pour l'instant, ils n'ont pas changé d'idée, à moins que ça ait été fait, puis je ne l'ai pas vu, là, mais ils sont pas revenus en arrière. Fait que, tu sais, je veux dire, je comprends là, que ça coûte cher, ces bateaux-là à créer, puis tout ça, mais quand tu penses que ta communauté est prête à payer 135$, même si c'est un petit pourcentage qui gère ton profit, hey man, 135$, là, c'est une épicerie là, pour une personne tout seule. Là. Puis, tu sais, il y a beaucoup de fans de Star Wars qui étaient comme, oui, mais c'est pas une histoire de Star Wars. Tu sais, genre, c'est un jeu de Outlaw dans un univers science-fictionnel qui ont appelé Star Wars, mais ça feel pas tant Star Wars que ça. Tu sais, contrairement à d'autres jeux qui ont été développés récemment où, tu sais, c'est... les Sith puis les Jedi sont vraiment super présents, tu sais, puis là, c'était comme... T'es plus dans l'univers de Lando, là, tu sais. Ouais, j'ai un peu de la misère avec cette déclaration-là. Les gens, ils n'ont pas joué. Ben non, mais c'est comment on nous le vend, comment on essaye de nous le vendre, c'est que je pense que ce qui a frustré beaucoup de fans de Star Wars, c'est que, étant donné que c'est un jeu AAA, ils sont obligés de le vendre à un market vraiment plus large que les fans de Star Wars. Fait qu'ils ne s'adressent pas juste aux fans de Star Wars, ce qui est normal. Mais ça a frustré beaucoup de fans hardcore de Star Wars qui étaient comme tu sais, c'est pas vraiment... Mais bon, on verra quand le jeu sortira. Avec ça, là. Je pourrais te parler de Tales from the Jabba's Palace, là, puis j'ai l'impression qu'il y aurait des trucs regroupés avec le jeu, puis tu sais, c'est l'Underworld de Star Wars a souvent été là. Je sais pas, ça se peut, mais j'ai beaucoup de la misère avec cette déclaration-là tant qu'on n'est pas dedans, qu'on n'y a pas joué. Ouais. J'ai l'impression que c'est une extrapolation, là. Je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, on verra. Anyway, 135$, je vous garantis qu'il m'intéressait le jeu, mais c'est pas ça que je vais sortir de ma bourse. Je vais peut-être juste mettre mon argent sur Luigi's Mansion 2, le remake pour la Switch. Là, fait que ça va peut-être être ça à place. T'es-tu obligé de payer 135$ ou il y a d'autres options? C'est qu'il y a des options supplémentaires. Je pense qu'il y a 3 packages, là, puis c'est tout le temps... on l'avait fait pour l'Indiegogo des Mystérieux. Surprenez-vous pas, là, c'est que t'as la plus petite option, t'as celle du milieu que 3/4 du monde va prendre, puis t'as la grosse option que les gros hardcore vont prendre. Puis celle du milieu avait l'air correcte. Je pense que ce qui frustrait les gens, puis encore une fois, j'ai pas les détails devant moi, fait que c'est un petit peu loin dans ma mémoire, là. Mais au niveau des perks, c'est que tu avais des missions supplémentaires avec le package à 135$. Ça fait chier parce que justement, les levels ont été faits, t'as pas l'expérience complète. Donc, je peux comprendre que ça fait chier. T'sais, en même temps, ce genre de jeu-là, t'attends 1 an, 2 ans, puis t'es à rabais sur le game. Ben oui. T'en as partout à rabais, là. Fait que c'est pas. PlayStation Store. T'es pas obligé de jouer tout de suite. Ouais, c'est ça, ou le Game Pass, ou le Microsoft Store, whatever. Là. C'est juste que les gens sur le coup voulaient jouer immédiatement avec l'expérience complète. Là. Graphiquement, c'est beau. Moi, je suis un gros fan de Division 2. Ouais. J'adore. J'ai recommencé à jouer avec Yohan, justement, les week-ends de temps en temps. C'est super le fun. Et je suis surpris. C'est un jeu qui a quand même presque 7 ans là, de Division 2, là, même peut-être à peu près ça.
puis à quel point ça tient encore bien la route. Graphiquement, visuellement, les environnements sont incroyables. Ouais. Sachant que c'est la même équipe qui a travaillé sur le jeu de Star Wars, je suis très intrigué. Nouvelle génération de consoles également. Je suis... En tout cas, c'est genre fait pour moi. Là, le Star Wars geek que je suis, c'est fait pour moi. Là. Je vais continuer, si tu avais fini avec ton PAX DI, avec une petite nouvelle, concernant Anthony Bourdain, le chef qui est malheureusement décédé depuis plusieurs années. Il avait mis fin à ses jours. Il a fait plein d'émissions de cuisine excessivement populaires. Puis il a écrit des livres. Il a fait des émissions de télé. Mais il a aussi écrit un comic book, ce que j'avais oublié au début des années 2000, 2010 à peu près, en 2012. Get et Giro, qui avait été publié sous l'étiquette de Vertigo, qui est maintenant defunct, qui n'existe plus, mais qui était publié par DC Comics. Donc c'est Anthony Bourdain, Joel Rose, et les dessins étaient signés par un certain Len Don Foss et Ale Garza. C'est un comic book dans lequel on est d'un futur imaginé où les clients sont prêts à tout pour obtenir une bonne table d'un bon restaurant, y compris le meurtre. Et on suit un gars qui est un chef de sushi, en fait. Je pense que c'est lui, justement, Jiro. Le projet a été repris par Adult Swim pour être adapté en série d'animation. Donc, ça sera éventuellement disponible sur Adult Swim. Assez intriguant. Ça va être adapté par Brian Gatewood et Alessandro Tanaka, qui ont été les producteurs sur Superstore. Donc, c'est du monde qui sont dans le milieu de la télévision depuis un bon bout de temps. Je suis juste intrigué de voir de quoi ça va avoir de l'air. J'ai l'impression que le matériel d'origine va être la prémisse, mais qui vont un peu accroître l'expérience, parce qu'il n'y a pas eu tant de Get Jiro que ça. Là. Il y a eu, je pense, quelques séries. Donc voilà, ça va être éventuellement disponible sur Adult Swim. Sinon, je voulais comme embrayer sur une autre nouvelle parce que je trouvais ça s'en vient complètement ridicule, là, cette histoire-là, mais Marvel Studios vient de perdre encore une fois le réalisateur de Blade. Souvenez-vous, Blade, qui est supposé éventuellement sortir, qui avait été annoncé en 2019 au San Diego Comic-Con. On avait dévoilé que Mahershala Ali allait jouer le rôle titulaire du personnage de Blade. Et en 2022, Blade avait été rentré en production et c'est là où il avait perdu son réalisateur de l'époque, Bassam Tariq, qui avait quitté pour des différents créatifs. Après, Ali lui-même aurait poussé pour qu'ils engagent Marvel Yann Demange, qui avait travaillé entre autres sur Lovecraft Country. Et là, il vient de quitter. Et entre-temps, il y a eu la grève des scénaristes en mai 2023. Donc, le film n'arrête pas d'être comme kické dans les balls, si je peux dire. C'est bien comme ridicule. Ça sortira jamais. Ça sortira jamais. On dirait que c'est dans un development hell. Puis, écoute, ça me fait rire. Oui, puis non. Moi, j'ai hâte de voir Mahershala Ali en Blade, mais le film n'arrête pas d'être repoussé. Donc, pour l'instant, on n'a pas de réal. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Vous allez deviner autant... your guess is good as mine. Là. Puis, c'est ça. Blade, pour l'instant, est encore repoussé au moins une 3e fois. Puis, tu sais, il ne suffit pas d'engager un réal pour qu'il vienne mettre la main à la pâte. Là. C'est compliqué, là. Mettre quelqu'un dans un train qui est déjà en marche, là, c'est pas si évident que ça. C'est ce que j'avais à dire sur Blade. Je souhaite du succès, mais pour l'instant, c'est pas près de... On n'est pas près de voir ça. Est-ce que Monsieur Snipe est encore impliqué dans le projet? Là? Il y avait toujours eu des rumeurs comme quoi il voulait avoir son caméo, un petit quelque chose, une petite participation. Puis je serais vraiment surpris si ça n'arrive pas. Mais il n'est pas impliqué en termes de personnage principal. En parlant de personnage principal, notre ami Laurent Boutin qui vient se joindre à nous, là, justement. Salut. Les enfants t'aiment, Laurent. OK. Le meilleur ami des enfants. Le meilleur ami des enfants. Je ne sais pas quoi. Ça doit être mon look de mascotte. Oui, c'est ça, exactement. Les gens, quand tu vas dans les salons du livre, sont comme « Aïe, aïe, c'était Teddy Ruxpin! » Mon Dieu. C'est vieux référent. Oui, c'est ça. T'assistes à des salons du livre en 92. C'est ça. Au moins, Geronimo Stilton. Là, je sais pas. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. J'ai vu Geronimo Stilton, c'est la mascotte, là. C'est qui ça? Je l'ai vu en Espagne. Ah oui? Puis là, j'étais comme, oh non. Fuck. C'est vraiment juste un costume qu'ils mettent à n'importe qui. Moi, j'étais sûr que nous, on avait le vrai Geronimo Stilton. Fait qu'il y a comme une partie de mon enfance qui s'est brisée là, à ce moment-là. Ton enfance, t'es trop vieux pour ça. C'est vrai. C'est qui? Mais c'est qui ça? Je connais pas. C'est une souris
Oui, mais une souris aventurière italienne. Donc, probablement que l'original est italienne, mais c'est une souris qui écrit... chaque livre est autobiographique, ce qui fait que tu peux mettre quelqu'un d'un saut de souris, il vient signer ses livres, puis c'est comme si c'était le... Fait que dans le salon du livre, c'était la souris qui venait. C'était pas l'auteur qui venait signer. Ah, c'est donc bien veg, ça. Puis, mais en fait, c'est que... ça marchait. Ouais, à l'époque, j'étais libraire. Ouais, c'est ça, fait que j'étais pas enfant. J'étais libraire à la librairie Le Furteur. Tu as commencé libraire très jeune, à 8 ans, Gauthier, vendait des livres. Non, j'avais 17 ans, 18 ans, 19 ans. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit « Ah, moi, je le connais, celui qui fait Geronimo Stilton. » J'étais comme « Ah, tu connais l'auteur de Geronimo Stilton? » Puis il était comme « Ah! » Fait que finalement, elle connaissait juste la mascotte. Le dude qui portait le suit. C'est comme dire « Hey, je connais Ronald McDonald. » Ouais, c'est... Oui, mais il y a comme de quoi qui vient avec Hey, Geronimo Stilton, comme le gars, je le connais moi ici. Mais il y a une dévotion qui vient avec ça, dans le sens que... Qu'est-ce que tu veux dire, une dévotion? Et tu sais, t'es Ronald McDonald, tu viens faire des stepettes, genre, mettons. Mais Geronimo Stilton, tu viens être un auteur qui dédicace ses livres. Ouais. Cet auteur-là étant Geronimo Stilton, ce qui fait qu'il connaissait son shit sur le bout des doigts que s'il y avait un kid qui était comme non, mais dans telle aventure, il arrive telle affaire, il y avait toujours les réponses. OK, il fallait qu'il répondait dans le costume, il disait pas rien. Oui, il y avait des interactions, il signait des livres, il dédicaçait des livres pour vrai. Là. OK, fait que son talent s'arrêtait pas à être en mesure de signer des livres dans un costume de mascotte. Ouais, non, il y avait du knowledge, du Stilton knowledge. OK, il y avait lu le Wikia, Stilton Chosebin, le nom de mascotte, avant de faire les congrès. Moi, j'aimerais ça qu'on invite Geronimo Stilton au Mystérieux Étonnant. Penses-tu que ça serait une bonne entrevue? Moi, je pense que oui. J'aimerais ça qu'il nous raconte l'histoire du livre Scratch and Sniff. Comment... Je n'ai tellement vendu dans ma vie de ce livre-là. C'était un gros hit. Attends, c'était-tu un vrai livre Scratch and Sniff? Oui. Puis c'était quoi les saveurs qu'il y avait, les odeurs là-dedans? Du fromage? Oui, j'imagine. Oui, un peu tout. Là. C'était vraiment un gros livre, il faisait genre 500 pages. Ça se vend-tu encore, les Scratch and Sniff? Bonne question. J'en ai pas vu depuis longtemps. Faudrait... un gars comme Xavier Cadieux, je pense qu'il serait parfait pour faire un nouveau livre Scratch and Sniff. Mais là, il faudrait le faire en Chine. Ah ouais, puis là, tu vas sniffer du plomb. Ouais. Pognerait le cancer. Ce serait une bonne thématique. Scratch and Sniff de genre du plomb, de l'amiante. Ah ouais, hein? Nickel. Toutes les affaires qui sont dans mon appart. D'ailleurs, j'ai appris que ma voisine à côté déménageait. Ah ouais? Et c'est un couple avec un enfant de 3 ans qui allait emménager. Ah, tu vas pouvoir aller jouer avec. Ben, c'est plus le fait que je risque de l'entendre. Ça n'a pas fini d'être bruyant. Non, c'est ça, j'allais dire. Laurent sait que les murs ici sont en papier, fait que... Fun times. Fun times. Ben, l'avantage, c'est que peut-être que tes voisins vont s'entrepogner entre eux autres plutôt qu'avec toi. Oui, ça se peut. Mais tu sais, quand les voisins se pognent avec moi je me pogne pas avec eux autres. Je les laisse brûler. C'est ça l'affaire. Moi, je les laisse aller. C'est vrai. T'es un zen master. Non, je t'en crisse à l'intérieur, mais je dis, pour gagner, il faut que je ferme ma gueule. Fait que c'est ça que je fais. Non, je suis pas un zen master. Un zen master consiste à comme créer une boule de colère qui peut exploser à n'importe quel moment. Oui, mais c'est pas ça que je fais. Oui, je pense que c'est ça. C'est ça, un zen master. Ouais. Hey, vas-y donc, Laurent, parce que moi, je voulais te parler de comic book puis de Blade, qui est encore repoussé parce qu'ils viennent de perdre L'Oréal encore. Puis Gauthier a parlé de PAX DI. Ouais, ça fait 3 fois que c'est repoussé. Mais toi, t'as quoi, là? Moi, attends. Ah oui, c'est vrai. Vas-y. Laurent, faut que tu m'expliques pourquoi dans le chat, quelqu'un écrit combien de vomi. Il te pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? As-tu viré une brosse récemment? Non, j'ai parlé d'une année fastidieuse de Salon du Livre où 3 enfants avaient vomi dans notre kiosque la même année au cours de l'événement. Puis que c'était comme, tu sais, j'avais skippé de faire des Salons du Livre pendant une couple d'années, puis c'était mon premier, genre, comme, tu sais, sous Planète BD, mettons. Ouais. C'était notre premier qu'on revenait, puis qu'on était comme, OK, on fait ça. Puis là, il y avait 3 kids qui avaient vomi dans le kiosque au courant d'un événement de 5-6 jours. Fait que ça a été le barème pendant le reste des années. Là. À chaque nouvelle année, on était comme, bon,
combien de vomi cette année. Mm-hmm. Voilà. Mais t'as-tu eu un salon récemment ou... Non, je pense que j'ai juste parlé de l'anecdote récemment. Hey, puis ça a été comment ton congrès la semaine passée? T'étais pas là parce que t'avais assisté à un congrès... 3 vomis. Les libraires, ça vomit aussi, c'est ça? Oui, voilà. Okay. Non, ben écoute, j'ai appris plein d'affaires qui nous concernent plus ou moins, mais écoute, étant donné qu'on est dans l'ensemble de la pop culture, on pourrait aborder le sujet ici. Oui, je suis curieux. J'ai appris que depuis au moins 2013... Mais t'étais où? Attends, t'étais où avant, là? J'étais à l'Assemblée... Au chic manoir du lac de l'Âge. Oui, exactement. À l'Assemblée générale de l'Association des libraires du Québec, ainsi que des LIC, c'est-à-dire les libraires indépendants du Québec, qui, et non, ne sont pas le même organisme, malgré ce que je pouvais en penser 2 semaines avant. Fait que t'as appris ça, quoi? J'ai appris beaucoup de choses, mais le truc le plus fascinant que j'ai appris, c'est que donc, depuis 2013, il y a un gros mouvement littéraire qui est propulsé, entre autres, par BookTok, on va dire, donc TikTok qui parle de livres. Un truc qu'on appelle, en bon français, la new romance. Oui. C'est-à-dire cette littérature qui est un peu post-Twilight, post-50 Shades of Grey, qui promet, qui est comme néo-harlequin, mais avec un côté plus hard et plus de sexualité et plus souvent dans des... Il y a comme du dark new romance, là, où c'est des histoires de stalker et tout, mais ça a l'air que cette littérature-là est en train de faire une progression fulgurante sur le marché du livre. Là, on parle de vraiment genre de montée de 45% à chaque année depuis 2013. Ben voyons. Puis oui, ben c'est ça. Puis là, moi, je vais là en tant que spécialisé, mais avec plein de libraires qui sont des généralistes. Puis j'apprends plein de choses comme ça qui se passent en dehors de ma chambre d'écho. Comme ça, fait que je suis comme... je trouve ça fascinant. Je suis comme, wow. Puis des fois, je me dis, je suis content que cela ne me concerne pas directement. Ouais, parce que j'imagine qu'éventuellement arrivera les adaptations en BD de ces choses-là. Parce que si vous trouvez les gens fans de Tintin lourd, attendez-vous à des trucs, des conversations assez étranges. Mais en même temps, je ne veux pas juger les tu sais, moi, tant que les gens lisent, je suis quand même content, mais je suis comme, c'est moins... C'est moins ton mon bag personnel, mais je ne savais pas, dans ma tête, cette littérature-là de romance a toujours existé, mais jamais avec autant... de fervence. De fervence depuis les fameux harlequins qu'on trouvait jadis, jusque dans les dépanneurs. Oui, je me souviens. Fait que voilà, ceci existe, j'ai appris ça, ça m'a fasciné. Good. Entre autres. Mais je n'étais pas là pour parler de tout ça. Je vous ai promis un grand dossier sur les NFT. C'était pas tout à fait vrai. Mais apparition... T'as dit ça tantôt dans la conversation là, que t'avais préparée. Oui, je sais, c'est parce que j'étais en train de préparer mes nouvelles. Puis ça fera une apparition, mais c'est plutôt un grand dossier sur... je pense que je n'ai déjà parlé il y a 2 semaines. D'ailleurs, cet album du Wu-Tang Clan... Once Upon a Time in Shaolin, parce que c'est une histoire qui est, ma foi, pleine de rebondissements et qui me fascine toujours. Je vous rappelle les faits. Vas-y donc. Le Wu-Tang Clan est un groupe de rap de Staten Island. Oui. On remonte à loin. Un groupe culte de rap qui, en 2015, ont sorti un album qu'ils ont mystérieusement décidé qu'il n'aurait qu'une seule copie unique et qu'ils vendraient à l'enchère. Oui. C'est la meilleure des personnes qui l'a acheté, fin. Voilà. Donc, en 2015, pour la somme quand même de 2 millions de dollars, cet ami de tous qu'on appelle Martin Shkreli, qui est, je vous rappelle, il l'appelle un Pharma Bro. C'est pas mal la pire vidange et fier d'être la pire vidange. Oui, imaginez, si une émotion pouvait avoir un visage, et cette émotion, elle est de puncher quelqu'un d'en face. C'est cette incarnation-là. C'est vrai, hein? Oui. Mais donc, je rappelle qu'il n'y a pas juste une face à fesser dedans, mais aussi que c'est un gars qui a acheté la compagnie pharmaceutique qui fait des médicaments pour les séropositifs. Ah oui, séropositif? Oui, pour séropositif. Il me semble que c'est ça. Ouais. Puis qui a vraiment jacké les prix en malade juste parce qu'il y avait le pouvoir de le faire. C'est ça. Fait que c'est un peu une vidange. Donc, en 2015, il a acheté cet album-là, mais cet album-là, non seulement il était propriétaire d'un exemplaire unique, mais ça venait quand même avec la condition qu'il ne pouvait pas l'exploiter d'aucune façon avant l'année 2103. Donc, dans genre
on sera plus là. Un bout. Ouais, on sera bien. 79 ans. Voilà. Puis là, en tout cas, il y avait ça, puis, mais il a quand même un peu triché. Il a fait des live streams en 2017 où on pouvait entendre la musique. Il avait le droit de faire genre des parties d'écoute, c'était dans le contrat, mais pas rien de public. Il avait fait aussi une entrevue avec Vice, puis dans le background, il faisait jouer l'album. Ah ouais, ben c'est ça. Il y avait ça. Il a fait lui-même des copies du disque. Ça a l'air qu'il relèverait un peu. Il a essayé après de vendre l'album sur eBay. Ça a presque marché, mais ça n'a pas... En tout cas, ça n'a pas été conclu. Puis après, il s'est fait saisir son album parce qu'il a été inculpé pour fraude d'impôts puis de cacher des revenus. Puis là, il était dans le trou de 7,4 millions de dollars. Donc, il s'est fait saisir des choses, dont cet album. Donc, c'est le gouvernement américain qui est propriétaire de l'album de Wu-Tang? Qui l'était. Jusqu'à ce que le disque soit donc revendu par le département de la justice des États-Unis à un organisme qui s'appelle Pleaser. Pour la somme de 4 millions. Ça a quand même doublé depuis. Pleaser, que si je comprends bien, est un genre de collectif de collectionneurs et d'artistes d'art numérique. OK. Donc, genre des gens qui font et qui achètent des NFT, là, parce que c'est un peu... Ils ont encore de l'argent. Fermé. Ben, mystérieusement, oui, au moins 4 millions. Et là, donc, les nouvelles de cette semaine, c'est que, bon, je pense qu'il y a 2 semaines, j'en parlais parce qu'il y avait un musée en Australie qui allait faire des séances d'écoute du disque. Donc, si jamais vous êtes en Australie, ben, je pense que en tout cas, tout est sold out. Fait que vous ne pourrez pas vraiment, mais il y a moyen d'aller écouter le dit disque que presque personne n'a entendu du Wu-Tang Clan. Par contre, l'organisme Pleaser, qui a donc acheté l'album de Wu-Tang, a le 10 juin dernier lancé une poursuite contre Martin Shkreli à cause qu'il a fait jouer et qu'il a fait des copies du disque en dévaluant donc la valeur de l'œuvre d'art initiale et qu'il y a eu un bris de contrat à travers tout ça. Donc, Pleaser est après l'argent de Martin Shkreli. Je leur souhaite bien bonne chance, ça me ferait plaisir. Et parallèlement à ça, ils ont aussi transformé l'album en plusieurs NFT vendus $1. Oh! Fait que là, on peut tous payer parce que ça ne prend pas de crypto-monnaie pour l'acheter, celui-là. Des fois, ça n'en prend, là, ça n'en prend pas. On peut tous se payer un bout de l'album du Wu-Tang mythique à $1, ce qui vient avec un accès à un sampler de l'album, c'est-à-dire on peut entendre très vite 5 minutes de l'album qui doit, je ne sais pas la durée exacte, mais qui fait au moins 31 chansons, fait que donc qui est probablement beaucoup plus long que ça. Et chaque personne, à chaque fois que Pleaser reçoit $1, ça réduit de 88 secondes le moment où l'album sera disponible à l'écoute de tous. Oh wow, OK. Ce qui nous amène comme en octobre 2103 quand même. Ah oui, c'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est une entente qu'ils ont passée avec Wu-Tang? Ben là, ça disait, écoute, il y a un très long article très détaillé sur Forbes que je recommande malgré les très agressantes publicités de leur site web. Ouais. Et effectivement, il y aurait une partie de ces revenus-là qui irait directement dans les poches du Wu-Tang Clan, contrairement à la vente initiale que Martin Shkreli avait acheté. Fait que ce qui est quand même bien que ça revienne dans leur poche. Après, ceci est quand même... Tu sais, on est quand même dans le domaine plus de l'art contemporain que dans vraiment la musique. Là. Je pense que le but, c'était aussi, en tout cas, ils le vendent comme ça, de se questionner sur notre rapport à la possession de la musique et comment on achète un album, puis blablabla. En même temps, l'article de Forbes, il citait plein de membres du Wu-Tang qui sont comme, pour vrai, c'est de l'estime. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? C'est pas nous, c'est genre quelqu'un d'une tierce partie qui a eu cette idée-là, puis là, bon, en tout cas, moi, j'ai mis mes parties dessus, mais j'ai même jamais entendu l'album, fait que bon... OK. De là, je suis probablement pas un album super cohérent, ni très bon, mais voilà, on en est là dans cette grande saga de... Ben quand même, moi je trouve ça quand même fascinant parce que je suis comme moi, je sais pas si ultimement je voudrais juste entendre du nouveau Wu-Tang, je serais content, mais genre tout ce qui vient alentour est juste vraiment très fascinant. Je sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai, là, mais ça a l'air que dans le contrat, là, quand Shkreli, ou je sais pas comment tu l'appelles, ce fucker-là l'a acheté, il y avait une clause comme quoi Bill Murray avait l'autorisation d'essayer de le voler.
Oui, c'est vrai. Ah, j'avais oublié ça. Ouais. C'est vrai, je m'en souviens aussi. Genre, où c'était comme... C'était-tu de quoi, genre, les membres du Wu-Tang ont le droit de réessayer de le voler dans un heist qui pourrait inclure Bill Murray Quelque si chose besoin comme ça, était, je sais genre, pas. quelque Mais chose il y genre. avait Bill Murray d'impliqué, là. Mais je pense qu'il était mis avec eux autres. Je sais qu'il y a un événement où il s'était pointé derrière le bar. Puis il y avait, tu sais, les gens étaient pas au courant. Oui, c'était un de... Puis il avait commencé à donner à servir de la vodka. Qu'importe ce que tu demandais, il servait de la vodka. Puis c'était des membres du Wu-Tang qui étaient avec lui. Un bout de Coffee and Cigarettes de Jim Jarmusch, qui est un film à sketch, mais qui est Jizza et RZA du Wu-Tang qui sont avec Bill Murray dans un train. Puis qui sont comme « Yo, you're motherfucking Bill Murray ». Puis qui est comme « Ah non, c'est pas moi ». « Yeah, ouais, on te reconnaît, motherfucking Bill Murray ». Puis, en tout cas, très bon segment, je le recommande chaudement. Bon, ben merci, Laurent. Écoute, je m'attendais pas à ce que tu parles de ça. Ben, moi non plus. Merci beaucoup. Bon, on va continuer avec Gauthier. On va faire ça. Est-ce que le film Mars Express, ça vous dit quelque chose, les garçons? Je connais Mars Attack, mais pas Mars Express. Est-ce que la série Last Man ou la bande dessinée Last Man, ça vous dit quelque chose, les garçons? Oh oui. Why de Last Man? Non, Last Man. Last Man. T'en as vendu beaucoup, Laurent. Ah oui, j'avais oublié. Oui, ça me dit de quoi? Donc, pour ceux, en fait, qui ont aimé soit le manga Last Man ou la série animée Last Man, il y a le réalisateur Jérémy Perrin qui avait travaillé sur l'animé, qui a sorti un long métrage qui s'appelle Mars Express, qui a été diffusé au Festival de Cannes puis au Festival du film d'animation d'Annecy l'année dernière. Et je pense aussi que ça avait été présenté à Montréal pendant une séance... du Festival du Nouveau Cinéma, si je ne m'abuse. Mais bon, bref, la nouvelle en ce moment, c'est que Mars Express va être de retour au cinéma cet été à Montréal, au Cinéma Moderne, le 28 juin, le 30 juin, puis le 4 juillet. Mais je pense aussi qu'il va y avoir une représentation à la Cinémathèque le 28. Donc, si jamais vous aimez les histoires à la Blade Runner, à Pluto, donc des enquêtes qui font très roman noir, mais de science-fiction dans un décor un peu mélancolique, avec des cyborgs et tout, c'est ma recommandation, en fait. Je l'ai pas encore écouté. J'ai vraiment hâte de l'écouter, puis je veux l'écouter sur grand écran. Fait que moi, je vais être de la partie. À la fin du mois de juin pour aller voir ça. Je suis vraiment content que ça revienne sur grand écran parce que je ne l'avais pas écouté encore. Rappelle donc le nom du réal parce que je pense que j'ai pris une bière avec à Fantasia jadis. Il était venu présenter. C'est ça que j'allais dire. Il me semble que j'ai vu une de ses affaires à Fantasia. C'est un truc super expérimental. C'est une courte série où c'était hyper violent en même temps. C'est Jérémy Perrin. Ou Perrin, mais c'est P-E-R-I-N. Je pense que c'était lui. Ouais, il était super fin. Oui. Crisis Young, ça s'appelle. Crisis Young. Oui, c'était hallucinant, cette série-là. C'était spectaculaire. Ah, c'était une expérience sensorielle. Là. Tu finissais un épisode et t'es comme, what the fuck, ce que je viens d'écouter. Mais je sais que Jake veut voir au cinéma Mars Express avec moi, fait que je vous invite. On peut se faire un party de visionnement au cinéma moderne. Ça pourrait être pas pire, ça, cinéma moderne. En plus, ça fait longtemps que je suis allé. C'est quand tu dis les dates? Rappelle-donc les dates. C'est 28 juin, 30 juin, puis le 4 juillet. Puis je peux vous lire le synopsis si vous voulez. Ben oui. Aline Ruby, détective privée obstinée, et Carlos Rivera, réplique androïde de son partenaire décédé voici 5 ans, se lancent dans une course contre la montre à travers Mars. Ils doivent retrouver John Chow, simple étudiante en cybernétique en fuite, avant que les mercenaires assassins qui sont à ses trousses ne l'abattent. Voilà. Nice. C'est vraiment le même look là, que l'animation de Last Man que moi j'avais bien intrigué. adoré. Super. Merci, Gauthier. Merci. Hey, j'ai trouvé une façon par la bande de parler de Star Trek sans parler de Star Trek. Mais j'ai pas le choix, c'est ma job. Ben oui. C'est dans mon propre contrat que je me suis fait moi-même. Je me demande des fois, tu sais, à quel point est-ce que ton algorithme te feed naturellement ta nouvelle de Star Trek ou à chaque semaine, t'es comme, ça arrive-tu que t'es comme, j'ai pas ma nouvelle de Star Trek? C'est l'univers, man, qui me le donne parce que l'univers, hein, c'est ça qu'il veut. Hein. L'univers a des objectifs. L'univers sait que l'humain est spécial. Hein.
Ouais. Oui. Ouais, c'est ça. On a une place choyée dans l'univers. En fait, je parle d'un gars que, jusqu'à tout récemment, en fait, avant la saison 3 de Picard, je ne connaissais pas. C'est Terry Matalas. Puis Terry Matalas, ça a été un scénariste sur la saison 2 de Picard et ça a été le showrunner de la saison 3 de Picard, qui, ma foi, était une très belle lettre d'amour à Star Trek de Next Generation. Autant que j'ai détesté les 2 premières saisons, qui manquaient énormément de focus, la 3e, on retrouvait, en fait, ce qui était pour moi, selon moi, de l'excellent Star Trek. Et c'est un gars qui il est dans la télévision depuis longtemps. Il a entre autres travaillé sur le reboot de la série MacGyver. Il a aussi été le showrunner et créateur de la série 12 Monkeys pour une série aux États-Unis. Donc, après son Star Trek Picard saison 3, qui par ailleurs a battu tous les records de streaming là, et qui a vraiment conquis les fans, il a essayé de pousser ce qui allait être une suite, Star Trek Legacy, une nouvelle série de Star Trek. Et fouillez-moi pourquoi, mais les psychopathes fonctionnels chez CBS ont décidé de ne pas accepter le pitch de Terry Matalas. Donc, ce qui fait qu'en ce moment, il est un free agent et il a remporté des prix pour son travail sur la nouvelle saison. Et ça l'a un peu propulsé son profil à l'avant-plan. Donc, il y a plein d'affaires qui lui sont offertes. Jusqu'à tout récemment, on savait que Marvel Studios lui avait offert les rênes d'une série sur The Vision qui va paraître en 2026 sur Disney+. Donc ça, c'est très, très cool. Et là, on vient d'apprendre par THR, qui rapportait en exclusivité, qu'il va travailler sur le scénario, en fait, la refonte du film Enemy Mine de 1985, qui mettait en vedette Dennis Quaid et Louis Gossett Jr., basé sur un roman de Barry B. Longyear, donc premier roman d'une trilogie qui avait remporté un certain succès. Le film de 85 avait été réalisé en anglais, c'était le premier film réalisé en anglais, en langue anglaise, par Wolfgang Peterson. À sa sortie, ça n'avait pas remporté un énorme succès, mais avec le temps, c'est devenu un film culte de science-fiction. Je ne sais pas si Gauthier, tu es familier avec Enemy Mines. C'est un humain, un extraterrestre qui se retrouve écrasé sur une planète et ils doivent survivre ensemble. Donc, le classique 2 ennemis qui finissent par devenir des amis. Il me semble d'ailleurs que ce film-là était lui-même un genre de remake d'un film qui se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale avec un Américain puis un Japonais. Le titre m'échappe, c'est un titre différent. Mais ça se peut que ça ait été l'histoire de base avait juste été transférée en science-fiction. Oui, ça a souvent été repris, en fait, ce principe-là. Donc, Terry Matalas, va scénariser le film pour 20th Century Studios, qui appartient à Disney. Faut dire que justement, c'est ça, comme il n'y a pas de projet avec CBS puis Paramount, il n'y a pas de Star Trek de Legacy qui s'en vient, Marvel a vu l'occasion, ou Disney plutôt a vu l'occasion de s'emparer du type, parce que 20th Century Studios, ça appartient à Disney, puis il va travailler sur cette propriété-là, et il va travailler sur The Division pour une sortie en 2026. Donc, ils sont allés chercher le talent, c'est très bien pour lui, un petit peu plus plate pour les gens qui sont fans de Star Trek, mais voilà, j'ai été capable de parler de Star Trek sans parler de Star Trek. Ça fit Vision avec l'univers de Star Trek. Je trouve que oui. Ouais, un peu rétro. Un peu rétro, un peu high concept, science-fiction, question de l'âme, de la technologie. Un peu des questions sont abordées aussi dans Star Trek. Hein? Ouais. Star Trek, dit-il avec mon t-shirt de Trekkie que je porte en ce moment. Donc, c'est ça ce que j'avais pour vous. Je suis bien content pour lui. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'imagine qu'ils vont réactualiser un petit peu les thématiques, mais il y a de quoi explorer là-dedans. Puis, il faut dire que le film c'est très pic-pic, là, ça fait très 85, mais petit budget. Donc, dans un contexte, disons, plus moderne, j'ai hâte de voir le traitement qu'on va en faire. Mais oui, éventuellement, un remake d'Enemy Mines. Il n'y a pas de réalisateur qui a été annoncé pour l'instant, par contre. Moi, je tiens à rappeler que Wolfgang Peterson a aussi réalisé ce film dont j'aime parler le plus que je peux, moi aussi, c'est-à-dire Épidémie de 95. Avec le petit singe. Le petit singe. On en parlait la semaine passée, d'ailleurs. Les petits singes que t'aimes beaucoup, d'habitude, Ben. Ouais, les petits singes avec les petites mains sales qui pitchent du caca. Ouais. Là. Qui lancent leur propre caca. Oui, qui sont là bien friendly, mais pour une raison X, vont te bouffer à la face sans raison, là, comme ça. Là. Ouais. Fait que, ouais, puis, ce film-là, quand j'étais jeune, j'avais tellement la chienne. Je sais, il faisait peur. Tout le monde mourait. Je sais pas, d'après moi, il passait souvent à TQS parce qu'il me semble que je l'ai vu vraiment. Oui, c'est un genre de film de TQS, là. Où, ouais. Ça, puis Twisters. Là. Twisters, oui. Ouais. D'ailleurs, je me souviens dans... je pense qu'il y a un épisode de Friends où ils vont sur le tournage, sur le plateau de Épidémie 2. Ah ouais? Ouais, puis ça m'en avait peut-être Jean-Claude Van Damme
qui fait un caméo dans l'épisode, d'ailleurs, un petit Ça doit être dans la première saison de Friends, ils ont un petit singe comme ça. Oui, qui ont fini par se débarrasser parce qu'il paraît qu'il était très, très agressif, justement. Puis l'acteur qui jouait Ross, David Schwimmer, était pas capable de le sentir. C'était un petit singe qui aimait beaucoup Zinni. Donc, ça perturbe un plateau. On le salue. Ouais, on le salue, exactement. J'espère qu'il y a eu une belle fin de carrière. Oh. Ouais, on a perdu Gauthier. Attends, je vais rouvrir ça. Voilà. On t'a perdu, Gauthier, 2 secondes. Ah. On t'a là. Vas-y, mon Sir Laurent. Je vais parler d'une autre nouvelle inusitée. Parce que une nouvelle qui me vient d'une bonne session de doom scrolling. Ah oui. Hein? Bon, salut, ça. Ah ouais, moi j'appelle ça le soir. C'est doom scrolling since 2020. Ouais, never stop. Ça n'a jamais arrêté. Moi, ça a fucké ma concentration. Oui, moi aussi, définitivement. Mais écoute, c'est un petit vidéo que j'ai pogné puis qui m'a fait aussi tomber dans un deep pit de qu'est-ce qui se passe. C'est donc bien fascinant, l'Internet. C'est une vidéo d'un gars qui s'appelle lui-même Cheeseball Man. Ça part bien. Oui. Êtes-vous familier avec Cheeseball Man? Non, pas le personnage. Cheeseball Man, on ne connaît pas sa vraie identité. Ça serait un homme de 22 ans, un gars qui sort de l'Université de New York, qui a commencé à poster des flyers à New York qui étaient en gros une photo de lui. Il est cagoulé, une grosse cagoule orange fluo, et qui disait « Venez me voir... le gars qui mange un poulet. Non, il dit « Watch me eat this entire jar of cheese balls ». Avec le nom d'un parc, une date et une heure. Donc, mais j'ai vu les cheese balls, c'est genre... un poulet. Ah ouais? Mais ça se peut que ça soit lié parce que ça fait des petits... les cheese balls, là, c'est comme des Cheetos, mais ronds. Là. Ouais, des cheesy poofs. Puis, exactement, des cheesy poofs. Puis le gars, il a comme une cruche de cheese ball, mais tu sais, qui mesure genre 2 pieds de haut. Là. On a tous vu ce genre de cruche-là. C'est intimidant. Ouais. C'est intimidant. Fait que le 27 avril à 3h PM au Union Square Park à New York, il y a plus de 1000 personnes se sont déplacées pour regarder cet homme manger une jarre entière de cheese balls lors d'un événement qui a duré un peu plus de 30 minutes. Et puis là, c'est ça, la vidéo que je voyais, c'était genre des gens qui le cheeraient, puis il était comme Cheese Ball Man, puis il dit au début, il est comme checkez-moi, je vais manger tout ça, je suis allergique au gluten, ça va faire mal. Je suis comme pourquoi tu fais ça? On t'a rien demandé, pourquoi tu fais ça? 2010, là, tu sais, ouais. Quand Reddit était vraiment quand 4chan était au sommet, là, puis que les gens ils faisaient des raids, là, ça ressemble vraiment. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça, il y a des vidéos du gars qui mange des cheese balls, puis qui passe au travers, puis que les gens ils cheer, puis c'est comme, tu sais, comme mystérieusement, c'est très unifié. Genre, les gens, ils ont l'air d'avoir du plaisir. C'est comme les clips. Ces gens-là se sont déplacés voir une attraction de freak show et ils sont divertis et contents. Il y a même... attends, j'ai pris un screenshot là, parce qu'ils ont mis un billboard après qui est juste comme une photo de Cheese Balls écrit « Thank you, Cheese Ball Man » parce qu'il aurait uni les New-Yorkais alentour de son exploit. Genre guillemets radiophoniques. Ouais. Sauf que là... lui, il s'est fait un nom et il s'est fait maintenant, il fait plein d'événements où il mange des cheese balls, mais là, ça devient caritatif. Il a donné de l'argent à des banques alimentaires sur genre les gens qui ont donné de l'argent. Est-ce qu'il porte une cagoule pendant ce temps-là? Il y a toujours une cagoule, il est toujours anonyme. Puis là, de ce que j'ai compris, il fait des petits parce que là, il y a un autre gars au moins qui s'est mis à poster des photos de lui cagoulé. Il s'appellerait Banana Boy, une cagoule jaune, puis il va manger des bananes dans un autre parc. Fait que, est-ce que ceux-ci sont les super-héros qu'on mérite? Probablement. Probablement, oui. Probablement, mais en même temps, je trouve ça divertissant et vaguement inoffensif, là, sauf peut-être pour les estomacs de ces pauvres gars-là. Ah oui. Mais ça va faire augmenter leur quantité de sel dans le sang, là. Ouais, vraiment. C'est des gros pots de cheese balls. Fait que si ça vous intéresse, le handle Instagram, c'est cheeseballman427. Vous irez checker ça. Il y en a eu 426 avant lui, c'est ça? Ouais, non, mais écoute, c'est peut-être sa date de naissance. Peut-être. Ah non, attends, même pas. C'est April 27, c'était la date de son ben oui. Voilà. Bon.
Ceci, c'est résolu. Cheeseball Man. Je m'attendais pas à ce que tu parles de ça. L'ensemble de la culture populaire. L'ensemble de la culture populaire. On parlait de Cheeseball Man. Je vais maintenant parler de nazi. Parce que j'ai parlé... L'ensemble de la culture populaire. J'ai écouté la nouvelle série sur ça s'appelle Hitler and the Rise of the Nazi Evil on Trial, qui est maintenant disponible sur Netflix. Une série de 6 épisodes documentaires d'1 heure. Basé principalement sur l'œuvre assez massive de William L. Shirer, qui a entre autres écrit The Rise and Fall of the Third Reich, qui est un genre de classique dans la littérature sur disons, la fondation et la chute du Troisième Reich, comme le dit le titre. Donc, ce type a été journaliste à l'époque de l'arrivée de Hitler et des nazis au pouvoir, puis il a été reporter sur le terrain à Berlin, puis il a suivi, en fait, l'évolution de cette formation-là politique, si vous voulez. Là, je trouve que c'est déjà très poli de dire ça, mais de cette gang de culte. Là, c'est un culte d'extrémistes. Puis il a fini par quitter juste avant là, que ça dégringole, parce que c'était dangereux pour lui en tant que journaliste dans le Troisième Reich. Écoute, moi, j'en ai consommé beaucoup de documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale. Ça se veut un petit peu répétitif, puis on dit tout le temps un petit peu les mêmes affaires. Puis je vous dirais même des fois un peu les mêmes platitudes, là, pas que c'est pas important, mais les conclusions sont parfois très faciles. Hein. Puis on vit dans un moment où la montée de l'extrême droite, elle est très, très, très présente. Puis malheureusement, l'histoire veut se répète. Fait que les documentaires maintenant se voient un peu moralisateurs, quoique je pense qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin de se le rappeler. Mais j'étais agréablement surpris par cette nouvelle série-là qui m'a appris plein de choses que je ne connaissais pas sur cette période, justement au niveau de la formation de la formation politique, puis des déboires qui ont eu à prendre le contrôle du Reichstag en Allemagne. Puis moi, les docus, j'aime autant le contenu, mais aussi la forme. Je suis vraiment intrigué par l'aspect plastique, l'aspect réalisation. Puis la réalisation de cette série-là, elle est, ma foi, excellente. On mélange des extraits d'archives qui ont été colorisés avec des scènes de ce qu'on appelle des reenactments. Là, on va refilmer des scènes. On va utiliser de l'audio qui a été enregistré durant, entre autres, le procès qui a eu lieu à Munich après la guerre, là, pour les crimes de guerre. Et on va même utiliser de l'IA pour recréer certaines voix qui auraient été endommagées ou qui n'auraient pas été enregistrées lors du procès. Parce qu'on a filmé quelques bouts, mais on a surtout enregistré de l'audio. Donc, on reprend ces extraits, on reprend des extraits des nombreux livres de M. Shirer, on met de l'avant, puis ça fait du bien, des experts, messieurs, dames, des autrices et des auteurs qui connaissent leur sujet, pas des internet sleuths qui ont des opinions puis des impressions. On met des universitaires de l'avant. Vedette, là, qu'est-ce qu'elle pense? Oui, ou ça, mais moi, c'est ce qui me gosse de plus en plus. C'est genre, la madame, on lui pose des questions sur « Hey, l'écrasement de tel avion qu'on n'a pas retrouvé, qu'est-ce que t'en penses? » Mais moi, je ne sais... Moi, t'es pas une experte. Arrêtez de mettre ce monde-là de l'avant, je suis plus capable. Puis là, c'est très rafraîchissant, en fait. Pendant que j'écoutais la série, je notais tous les noms des auteurs et des livres qui étaient proposés. Et c'était, ma foi, une expérience assez incroyable. C'est downer, parce que oui, il y a des parallèles à faire avec ce qui se vit en ce moment, beaucoup plus que je pensais. Ça, c'est un autre point positif. J'ai réalisé des trucs. La jeunesse est souvent au devant de ce genre de formation-là politique ou de courant idéologique, parce qu'elle est maniable, elle est facile à influencer, puis elle est très, très énergique. Donc, les jeunes ont tout le temps été là. Et aujourd'hui, c'est la culture du gaming toxique, elle existe, puis on va pousser des idées dans cette communauté-là. Il y a plein de parallèles à faire. J'ai trippé bien raide. Ça s'appelle Hitler and the Nazis, Evil on Trial. Ça a été proposé depuis la semaine dernière sur Netflix. Je l'ai dévoré en une semaine. Quoi dire de plus? Ça vaut vraiment la peine. Et j'ai trippé ma vie. J'ai vraiment eu du plaisir. Pas du plaisir. Du plaisir malsain, un peu. De l'intérêt. De l'intérêt. Merci. Voilà. Je me demandais justement si j'étais pour la starter, mais là, tu m'as convaincu. Je serais curieux de voir ce que tu vas en penser. Encore une fois, je suis un grand consommateur de documentaires. Encore une fois, ça se répète un peu. Là, on joue un peu avec la forme, puis c'est ce que j'aime. Donc, le contenu, le contenant est très bien poli. C'est pour ça que... Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait d'autres choses, toi, Gauthier? Te restait quelque chose? Non. Je vais garder ça pour la prochaine fois, je Parfait. pense. Toi, moi, j'ai une petite nouvelle vraiment importante quand même, sur laquelle on ne sait pas grand-chose, mais il y a une dizaine de jours, le studio d'animation Aardman, desquels je suis très, 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 très fan, a annoncé un nouveau film de Wallace & Gromit. Yes, j'ai vu ça, oui. Qui s'appellera Wallace & Gromit Vengeance Most
Ça a coupé. Vengeance, Most Foul Rule. La sortie de prison. Répète, Laurent, ça a coupé. Je pense que la plateforme a des enjeux cette semaine. Ouais. Ben oui, hein. Donc, c'est Wallace and Gromit, Vengeance, Most Foul, dis-je, où on assiste à la sortie de prison d'un personnage qu'on avait vu la dernière fois dans The Wrong Trousers, les mauvais pantalons, si vous vous rappelez plus de votre jeunesse, c'est-à-dire le pingouin. Le pingouin creepy. Le pingouin creepy, voleur de diamants, sort de prison et voudra sans doute avoir sa vengeance sur Wallace et Gromit. Donc, je suis vraiment excité. Ce court film-là est un de mes films préférés au monde. Ouais, c'est bon. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Puis ma foi, il y a un regard... Tout Wallace et Gromit, mais celui-là, c'est mon préf. Il y a un regard vraiment creepy, ce pingouin-là. Hein. C'est 2 billes. Oui, c'est juste 2 billes avec pas d'expression. Pas d'expression, mais c'est ce qui fait qu'il est étrange et épeurant. Ouais. Il est terrifiant. Ouais. Puis il y a un peu le concept Muppet Most Wanted, là, dans le sens qu'il est très bien déguisé en se mettant un gars à vaisselle sur la tête, puis tout le monde pense que c'est un poulet, en fait. Fait qu'il ça dit pas le j'avais pingouin. oublié ça. Voilà. Mais ce studio-là n'avait pas brûlé il y a quelques années de ça. Ouais, mais ils ont brûlé, mais ils ont comme perdu, malheureusement, des archives ou quelque chose. Mais ils continuent à faire. Ils ont fait la suite de Chicken Run juste avant Noël passé. Ils sont très, très directs à Netflix. Là. Maintenant, ils font aussi des spéciales de Shaun the Sheep souvent. Puis là, ça, je pense que ça va être directement sur Netflix aussi. Fait que, puis je pense que tous les anciens Wallace et Gromit s'y trouvent déjà aussi. Là. Vous revisiterez ça. C'est toujours du vrai délice. Moi, c'est mon plan de vie. Là, vivre comme Wallace and Gromit, là, c'est juste manger du fromage puis écouter la TV. Là, Ouais, puis faire des inventions vraiment abracadabra. Ah, tu connais ma passion pour les inventions improbables. Tout un inventeur. Crafty Ben, exactement. Un pot de mayonnaise, des punaises. On s'ennuie, puis... Crafty Ben. Oh, pas moi. On l'a pas vu. Ah, peut-être la prochaine Halloween. Oui, on devrait le voir toute l'année. C'est un peu... Écoute, Laurent, Crafty Ben, c'est un peu là, Crafty Ben de Pâques. Non, mais là, Pâques est passé. Crafty Ben, c'est un peu comme la poésie. Il faut que ça vienne de là pour que ça soit... Hein? Ça vient du cœur. Oui, sinon, c'est forcé. Fait que je peux pas summoner le Crafty Ben. C'est lui qui parle à travers moi. Je ne l'aime que d'autant plus. Okay. Ben n'est qu'un réceptacle pour Crafty Ben. Mais écoute, Gauthier, toi qui es dans l'écriture, dans les mots et l'imaginaire, tu comprends? C'est du flow. Il faut que tu channel. C'est un exercice, là. Tu n'es que l'antenne de cet inconscient collectif qui te nourrit à un moment donné. C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. T'es-tu un peu comme Whoopi dans Ghost? De quelle façon? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, t'es comme un réceptacle à fantôme, là. Un réceptacle à fantôme? Non, ben non. C'est juste que, tu sais, des fois, l'univers a un plan pour toi, hein? Puis il faut que tu le laisses aller. Ça, c'est genre ta nouvelle phrase comme qui parce peut insérer partout. Là. C'est parce que j'ai vu hier un vidéo d'un gars qui debunk de façon massive. Il lave le plancher avec, tu sais, l'acteur qui a fait le personnage de l'assistant de Tony Stark dans le premier Iron Man. Là. Il était récemment à Joe Rogan, puis il a sorti sa bullshit, le mystico-cultiste. Puis écoute, je suis un gars sur Internet qui ne fait que debunker ces espèces de sociopathes narcissiques qui sont dans l'illusion. Puis je suis comme... c'est rentré dans mon vocabulaire. En tout cas, Terrence Howard, c'est ça, c'est son nom. Moi, j'aime ça savoir que tu penses comme ça. De quoi? Non, je pense pas de même pantoute. Au contraire, c'est ça qui m'agresse. Je sais, c'est parce que c'est tellement out of character que j'aime un peu ça quand même. Ouais. T'imaginer qu'il est comme ça, finalement. Ouais. Ben, il aime ça. Il sait que la vie a un plan. Hey, man, moi, je suis triggered quand le monde me parle de leur signe. Il est confiant dans ce que la vie va lui apporter. Non, c'est pas une question de pas être confiant. C'est une question de... C'est pas vrai, là. Tout est cacao. Moi, le monde qui me parte sur leur Christie de signes astrologiques, là, puis ils justifient là, dans leur... Ça me trigger, je suis désolé. En tout cas. Je vais faire une petite annonce avant que je perde des auditeurs davantage. On a un Patreon. Cette semaine, on va mettre un nouveau Terre humaine chez Isidore. Je sais que dans les 2 dernières semaines, ça a été un peu avare de contenu là, parce que Rémi est en train de se préparer son déménagement, donc on ne peut pas lui rajouter d'autres tâches. Donc, écouter des films plus de préparer son déménagement. Mais cette semaine, on va avoir un nouveau Terre humaine chez Isidore.
Puis on avait parlé, Gauthier puis moi, peut-être s'enregistrer un petit épisode sur les funérailles de Jim Henson, qui sont disponibles en entièreté sur YouTube. Donc ça, on va se taper ça éventuellement. Mais si vous voulez nous encourager, allez sur mystérieuxtalent.com, il y a un bouton faire un don, vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. Puis garde, ta blonde a un trigger maintenant dans le chat en ce moment, Laurent. Elle dit tellement Gémeaux. Est-ce qu'elle niaise ou c'est vrai? Mais c'est vrai que t'es tellement Gémeaux. Non, mais non, là, tu commences pas toi aussi, là. Lâchez-moi. Vous contez des histoires avec du chaos. N'importe quoi. C'est full à la mode en plus, les horoscopes. Je sais, c'est un culte. Ouais. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, donnez-nous de l'argent. C'est quoi d'autre qui est un culte? Letterboxd. On est d'accord là-dessus. Ouais. On est d'accord là-dessus. Ouais, c'est ça. Fait qu'en échange de votre contribution, on vous donne du contenu habituellement gratos. Il y en a un qui s'en vient, le Terreman chez Isidore. Vous faites en sorte qu'on produit le show à chaque semaine. On a aussi Terkaiju et Noël chez Isidore. Je pense qu'il y a Noël chez Isidore qui s'en vient bientôt, mais ça fait un bout, là. Je suis pas certain. Je ne vais pas mettre ma main au feu. En échange de votre contribution, on vous donne aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme Internet, mais sans trop de queue. Donc, on écoute des films de temps en temps. L'été, on prend une petite pause, mais les gens, c'est vraiment une belle communauté. On échange des articles, des choses qu'on aime bien, qu'on trouve sur Internet. Puis le dimanche, on a une tradition, on écoute habituellement la lutte. C'est très bien. On est disponible un petit peu partout. Apple Podcast, Google Podcast qui va disparaître bientôt. Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur le site Internet des Mystérieux. On est sur Facebook, les Instagram puis les autres affaires qui connaissent tout ce que vous avez fait depuis les 15 dernières années, là, et les plateformes qui vous observent, mais on est surtout sur Discord. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, une bande dessinée qui s'appelle Earth Divers Volume 1, Kill Columbus. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée. Ça s'appelle Earth Divers Volume 1, Kills Columbus, de Stephen Graham Jones et David Gianfelis. Ouais, c'est ça. Comment résumer cette bande dessinée? Donc, c'est un groupe de personnages issus de différentes Premières Nations aux États-Unis dans le futur qui décident d'essayer de remonter dans le temps à l'aide d'une caverne magique pour empêcher Christophe Colomb de trouver l'Amérique et ainsi amener de fil en aiguille la fin de l'humanité parce que les États-Unis ont amené l'humanité à sa perte par sa pollution, par ses actions économiques et tout. Et donc, on a le personnage de Tag, qui est un multilinguiste, comment on peut appeler ça? Quelqu'un qui parle plusieurs langues. Polyglotte, voilà. Qui est renvoyé dans le passé pour essayer de contrecarrer les plans de Christophe Colomb. Alors que dans le futur, ses compatriotes ont des aventures. Ça, je peux vous le garantir, mais de quelle nature et pourquoi, je peux pas vous le dire. C'est un petit peu mélangeant. Je sais pas comment la décrire autrement. C'est ça, la bande dessinée. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. On va faire le tour rapidement, voir l'appréciation de tout le monde, puis après, on va aller dans le détail. On va commencer par toi, Gauthier. J'ai beaucoup aimé les dessins. Mm-hmm. C'est ça. C'est ça? En fait, j'aurais aimé ça comme ça. On s'en est un petit peu parlé avant l'émission. Ouais. J'aurais aimé ça plus. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont agacé. Puis la première étant que il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris. Ouais. Beaucoup de choses que j'ai pas compris à cause du storytelling. Puis ça m'a... Tu sais, quand il faut trop que tu cherches, des fois, ça peut être le fun de chercher. Mm-hmm. Des fois, ça peut vraiment être gossant. Surtout quand tu continues à ne pas comprendre. À pas avoir de petits nananes. Ouais. Toi, Laurent, tu as trouvé ça comment? J'ai beaucoup aimé la prémisse. Ça, c'est jamais bon parce que c'était mon argument, moi aussi. J'ai beaucoup aimé la prémisse, donc l'idée initiale. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé toute la partie où on est vraiment dans le passé, puis que, tu sais, à l'aide de ses connaissances très précises des voyages de Christophe Colomb, il essaie de s'en mêler. Genre, il essaie de se mêler à la vie du bateau, il essaie de mettre Colomb de son bord, il essaie de s'approcher de lui. J'ai aimé comment ça vire absolument vers l'horreur. Mm-hmm. À un moment donné, où j'étais comme moi, je m'attendais pas à ce que ça soit gore de même, what the fuck. Ouais, c'est très gore. Par contre, tu sais, il y a toujours
dans tous les récits de voyage dans le temps, il y a un moment où je suis fourré. Là. Je suis comme, attends, qu'est-ce qu'il y a? J'essaie tout le temps de trop me l'expliquer, mais là, on est au-delà de ça. Toute la partie qui est dans le futur, j'ai aucune idée. Qui sont ces gens? Quels sont leurs buts et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi leur lien? Et c'est quoi leur lien? Et ultimement, je m'en torche un peu aussi. Je suis comme, pourquoi je subis ces péripéties-là inintéressantes alors que toute la prémisse et ce qui se passe avec cette prémisse-là est quand même vraiment plus intéressant. Ouais. Je partage vos opinions. J'ai trouvé que malheureusement, c'est une BD qui... la prémisse était plus intéressante que la livraison. Et j'ai trouvé que c'est une BD qui manquait... La structure était absolument défaillante. Là. C'est de la façon... Tu sais, je pense pas que c'est un mauvais écrivain. Je pense que l'idée était bonne. Je pense que quand ces personnages parlent, j'entends des personnages parler, quoique des fois c'est un petit peu opaque. Mais structurellement parlant, la BD c'est son propre ennemi. Là. Comme vous, toute la section dans le futur, là, j'ai absolument rien compris. Tous ces personnages-là, leur lien, c'est quoi qui les unit, comment ils se sont rencontrés, pourquoi ils parlent d'enfants qu'on n'a pas vus, qui ont été envoyés par après dans le futur, mais il y a un autre des gars, ils les auraient tués, puis là, ses parents sont... Tout ça est absolument mélangeant. Puis, tu sais, je dis pas que quand tu lis une BD, faut que tu comprennes tout, mais si t'es complètement largué après 6 numéros, je veux dire, tu me donnes pas envie de continuer à fouiller, pas à gratter, là. C'est parce que les voyages dans le temps et les allers-retours, c'est déjà assez compliqué comme ça que t'es pas obligé de nous compter des affaires à demi-mot qu'il faut qu'on décortique. Mets-nous une base claire. Effectivement, il y a eu des enfants qui sont morts. Quelqu'un cherche des enfants. C'est-tu un des gars qui est là, qui les a tués? Fais-nous un timeline clair, là, parce que déjà, après, on va voyager dans le temps, ça va être mêlant. Exact. C'est ça, c'est comme s'il faut grappiller des bouts d'informations, mais on nous donne jamais genre le big picture. Je suis comme, pourquoi on fait ça? Je suis pas là pour ça. Je suis là pour tuer Christophe Colomb, changer la moitié de l'histoire de l'humanité qu'on connaît. Tu sais. Mais tu sais, même la prémisse, là, comme l'histoire de... Moi aussi, comme Laurent, comme toi aussi, Benoît, je pense que on a vraiment aimé le récit sur le bateau. Là, comme la proposition de genre se cacher sur le bateau pour aller tuer Christophe Colomb. Puis la manière dont il fait, c'est vraiment intéressant aussi. Les astuces qu'il prend, le fait, en effet, qu'il se sert de ses connaissances d'un gars du futur pour comme faire passer... tirer l'épingle du jeu. Il y aurait des pouvoirs magiques qui prédiraient l'avenir. Ça, c'est cool, sauf que on s'entend là, qu'un jour ou l'autre, il y a un autre asshole qui va découvrir l'Amérique. Qui va découvrir l'Amérique, oui, c'est ça. Oui, définitivement. Fait que, tu sais, même ça, j'étais comme... C'est vraiment... J'aimerais vraiment ça, là, pouvoir, comme... Tu sais, mettons, savoir que si Colomb meurt, comme tout ça va bien aller, mais tu sais, c'est vraiment pas sûr. Là. C'est vraiment pas sûr que ça va bien aller, mais on peut être sûr que ça soit vraiment différent. Tu sais, mettons qu'il y a un autre 50 ou 100 ans avant la découverte de l'Amérique, ça peut changer. Ouais. C'est sûr que ça impacte beaucoup le timeline. Ce que j'aime, puis on l'a pas dit, là, mais Stephen Graham Jones, c'est quelqu'un qui est issu des Premières Nations aux États-Unis. Ouais. Donc, tu sais, lui, il expliquait dans la préface que quand il était jeune, puis il y avait des cours d'histoire sur... le début de la colonisation des Amériques. C'était comme un fantasme. C'est comme un fantasme. C'est comme les gens qui disent « Hey, j'aimerais ça revenir dans le passé pour tuer bébé Hitler. » C'est cette espèce d'idée de pouvoir changer le futur. Fait que je comprends. Ça m'a pas trop dérangé. Je pense que quand on a une histoire de voyage dans le temps qui nous est bien servie, bien livrée, bien construit, on n'essaie pas trop penser à la mécanique puis ce que ça engage. Meilleur exemple, Back to the Future. Ça fait pas de sens, mais c'est tellement le fun, c'est tellement bien fait qu'on finit par accepter ce qu'on nous propose. Mais là, au début, je lisais la BD. Je disais, on a de la misère à commencer. OK. C'est comme un moteur de char là, qui n'arrête pas de s'étouffer. OK, bon. On donne un petit peu plus d'informations. C'est quoi leur lien? C'est qui ça? Ils se connaissent pas. Ils sont pas amis. Ils se posent pas de questions. C'est quoi cette... C'est tellement mélangeant. Puis c'est la première BD de l'auteur. Puis ça paraît. Et je pense qu'il y a eu un manque au niveau de l'édition. Les gens de l'édition n'ont pas... Je pense que c'est chez Boom là, que c'est publié. Ils n'ont pas été là pour structurer son récit que de toute évidence, lui, il n'était pas capable de structurer.
J'ai rien à dire sur l'art, j'ai rien à dire sur le côté, comme vous disiez, gore que la série prend. Même, on va dans des zones qui appartiennent aux films d'horreur, parce qu'il y a un aspect mystique là-dedans. Là. Il y a des personnages mourants qui sont morts, qui reviennent à la vie. On n'explique pas encore pourquoi. Ils ont l'air de zombies, ils ont l'air zombifiés, il y a des animaux qui parlent. Clairement, il y a quelque chose de surnaturel qui est dans l'histoire. Là. Mais, c'est-tu que je me perdais, puis je me demandais si c'est juste moi qui est con, mais là, en ce moment, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Non, c'est... Tu sais, puis... le seul espoir que j'ai, c'est comme de... Ben, peut-être qu'il va réussir à sauver les meubles dans le volume 2. Ouais. À comme expliquer, tu sais, puis mais en même temps, comme tu disais, Ben, c'est un 6 issues où t'es pas capable de tout attacher, puis ça nous fait vraiment perdre confiance, là. Oui, oui. C'est souvent comme ça que beaucoup de séries meurent, malheureusement, là. C'est parce que on promet beaucoup, on livre peu, puis c'est ça. Il y a tellement de compétition dans ce milieu-là que maintenant, il faut que ton premier volume soit vraiment solide. Tu sais, contrairement à un Gideon Falls de Jeff Lemire, où, oui, t'as pas toutes les réponses, oui, l'intrigue, elle est... C'est juste ça, là, la BD, c'est ça l'intrigue. T'as aucune idée de ce qui se passe, la mécanique, l'histoire. Mais t'en as assez pour... Tu comprends. Mais tu comprends, puis t'as envie de continuer, puis t'es investi dans l'histoire, tu sais. T'as envie de découvrir ce qui va se passer. Je suis intrigué, moi, de la finale de Earth Divers, mais j'ai tellement pas aimé mon expérience de lecture en termes de flow que j'ai pas envie de me taper le deuxième trade pour voir si ça se conclut bien ou pas. Malheureusement. Mais c'est vrai que le cliffhanger il est bon en plus. Oui, mais oui, absolument. Mais pourquoi ce personnage-là va ou elle va dans le futur, j'ai aucune idée pourquoi il a pris cette décision-là. Je ne comprends pas ses motivations. Ben, c'est ça, moi non plus, mais tu sais... On comprend que peut-être que quelqu'un faudra qu'il ait arrangé, parce que là, finalement, il n'a pas réussi à tuer Christophe Colomb, puis là, il est arrivé là en tabarnak, puis ils ont déjà commencé à massacrer des peuples autochtones. Oui. Genre, drette le pied mis à terre. Fait que c'est comme, il a comme qui a fait une catharsis, tu sais, c'est allé plus vite ce qu'il voulait éviter, en fait. Mais les événements sont est-ce que quelqu'un va arriver pour genre essayer de régler, en bonne histoire de voyage dans le temps, aller régler les erreurs du premier, puis là, tout pas des... Mais tu sais, c'est ça, encore là, effectivement, est-ce que je care assez de tous ces personnages-là pour grappiller ces infos-là? Je sais pas. Moi, je te dis que non. Probablement pas. Moi, je te dis que non. Mais enfin, je parle pour moi, je parle pas pour toi. Je veux pas parler. Je veux pas prétendre parler pour toi. Il y a trop de bonnes affaires à découvrir pour perdre son temps sur quelque chose de moins. Ouais. Sorry. Ouais. Mais tu sais, l'idée est bonne. Je verrais très bien quelqu'un reprendre la prémisse de base puis en faire une télésérie ou une mini-série. Il y a du potentiel dans cette histoire-là. Mais il va falloir que tu travailles puis tu mettes la hache là-dedans. Là, puis tu recoupes puis tu replaces. Il y a vraiment un job. Tu sais, c'est drôle parce que je trouve que les éléments sont là, mais il y a comme une job d'édition. Comme un film, là, comme un montage. Un job de montage qui n'a pas été fait. Ouais. C'est comme s'il avait mis ses bases pour son histoire. Puis il avait un peu comme mélangé les cartes, là, mélangé les scènes, puis ils avaient réarrangé pour créer une fausse illusion de mystère. L'idée est déjà intéressante. Les mystères est déjà présent. Tu n'as pas besoin de jouer avec ta structure pour la rendre encore plus épaisse puis encore plus mélangeante. Tu es correct, là. Tu étais correct avec ta prémisse de base. Là. Puis malheureusement, c'est ça. C'est que ça récompense pas assez le lecteur, je trouve, pour avoir envie de continuer. Puis c'est fastidieux, man. Tu sais, je pense que tu l'as dit très bien, là, Laurent, des révélations à bout de... Comment t'as dit ça? À bout de mots? À bout de... J'ai-tu dit ça? Ouais. À demi-mot. À demi-mot. Ouais, à demi-mot. C'est le meilleur exemple. T'sais, je te dévoile de quoi, mais pas vraiment en même temps. Je te donne une nouvelle information, mais ça t'aide pas vraiment non plus. Puis c'est ça tout le long. Et principalement sur l'histoire du futur. Ouais. Quoi, c'est plate parce que ça... Tu sais, j'étais comme... Ouais, c'était ta suggestion. Oui, non, mais oui, parce que je connais la prémisse est intéressante, mais c'est tellement rare aussi qu'on a des récits qui sont d'un point de vue de Première Nation. Absolument, que je veux dire que je comprends totalement de vouloir justement effacer Christophe Colomb, tu sais, comme je comprends que c'est le fer de lance, effectivement, sûrement que d'autres gens seraient rendus d'une façon ou d'une autre plus tard, mais tu sais, c'est vraiment là que eux, ils étaient bien avant ça, là. Normalement, tu sais.
Fait que je comprends, je trouve ça super intéressant, mais j'aurais aimé plus ça. Il y avait cette idée-là aussi dans une BD de Rick Remender, le Black Hole, Black Magic, c'est ça? Black Science. Puis il rencontre, parce que c'est comme il voyage dans des dimensions parallèles, puis il rencontre une nation autochtone, c'est comme dans le futur avec de la haute technologie, mais ils ont comme gardé leurs éléments là, de leur culture en fait. Puis tu vois juste un brin de cette affaire-là, t'es comme pas longtemps dans cet univers-là. Puis ça, c'est intéressant. Puis peut-être que la série va aller dans ça qu'ils vont nous proposer. Là, un futur, un nouveau futur. En tout cas, je sais pas, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais eu de la misère. J'ai l'impression de lire cette BD-là, c'est comme essayer d'avancer dans de la mélasse. Ouais. C'est vraiment pas facile. C'était fastidieux. Très fastidieux. Fait que je pense que vous avez compris qu'on la recommande pas. Non. Est-ce que je me trompe? Non, pas tant. Pas tant. À moins d'être vraiment intrigué, là, je pense que vous pouvez passer à côté, malheureusement. Malheureusement. Ouais. Hey, je voulais plugger un dernier truc avant qu'on y aille, messieurs, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais c'est le Comic-Con de Montréal qui s'en vient bientôt. Est-ce que tu vas être là, toi, là, Gauthier, avec Front Froid, une nouvelle adresse? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Non. Nous, depuis plusieurs années, on laisse nos artistes y aller parce que souvent, ils se font offrir des tables. Puis on veut pas compétitionner avec vos artistes. Nos propres artistes qui ont des tables là-bas. Mais tu peux confirmer qu'il y a des artistes. Va être là. Ouais, Jake va être là. J'ai vérifié la semaine dernière, puis il y a Yannick Paquette, Marco Rudy, Olivier Carpentier va être là, je pense. Je sais pas, mais il n'était pas annoncé, en tout cas, quand j'ai vérifié la semaine passée. Il me semble qu'il avait dit qu'elle allait être là, mais je suis pas certain. Ouais. Mais il y a une petite section quand même comic book, là, à part Kevin Smith. Oui, Kevin Smith qui va être là. Qui va être là, oui. Bon, ben... En tout cas, si vous êtes du coin du Comic-Con, allez faire un petit salut à ce monde-là. Je vous laisse là-dessus. Merci de nous appuyer encore. Puis on se voit la semaine prochaine. Faites attention à ça. Bye bye. Bye. Ciao.